Au moins 23 civils de 18 nationalités différentes ont été tués lors de l'attaque djihadiste au centre-ville de Ouagadougou, selon un dernier bilan faisant état de 4 morts du côté des assaillants. Le centre de la capitale burkinabé Ouagadougou est depuis vendredi soir la cible des terroristes. Une attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique qu'il a attribuée au groupe Al-Mourabitoun du chef djihadiste Mortar Belmokhtar. Ce samedi matin, des échanges de tirs ont été entendus entre forces de sécurité et djihadistes au café-restaurant Cappuccino. Précédemment, les échanges de coups de feu étaient sporadiques. L'assaut des forces de sécurité nationale, débuté vers 2h temps universel, a permis la libération de 126 personnes, dont 33 évacuées à l'hôpital. Une opération de sécurisation est en revanche en cours dans un second hôtel, le Yibi, souligne le ministre de la Sécurité Simon Compaoré. Un témoin interrogé par Le Monde a raconté que 3 hommes encagoulés se sont introduits en début de soirée dans l'enceinte de l'hôtel Splendide, situé sur l'avenue Kwame Nkrumah, une des principales artères de la ville. Le Splendide, qui compte 147 chambres, est fréquemment utilisé par des Occidentaux et par le personnel des agences onusiennes. Mais pour le moment, le nombre exact de personnes présentes lors de l'attaque n'a pas été communiqué. Un événement inédit dans la capitale burkinabé. Le pays était jusqu'ici plutôt épargné par la menace terroriste, mais des signes avant-coureurs s'étaient manifestés ces derniers mois et avaient plutôt touché les frontières. Les gars, là, ils sont pas finis. Matinée du samedi dans une station d'essence aux Almadies Dakar, c'est le jour de l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs du carburant. Mais l'effectivité de la mesure est attendue dans la soirée. Il paraît que la baisse va être effective à partir de 18h, mais en attendant, nos clients viennent acheter normalement du carburant, comme tous les jours. Sur place, automobilistes et motocyclistes viennent se ravitailler. Le constat est le même, les nouveaux prix ne sont pas encore appliqués. Il avait trouvé que c'était injuste que le Mali qui vient chercher le carburant ici, au Sénégal, puisse vendre au Mali et puisse vendre moins cher que nous. Il avait dit, c'est une promesse électorale. Donc nous on attend quand même, on espère que ça soit vraiment une baisse conséquente. La baisse du carburant était une promesse du chef de l'État Macky Sall. Aujourd'hui que c'est fait, les conducteurs souhaitent une remise plus conséquente. Si le carburant baisse, c'est dans notre intérêt et dans celui des clients. Plus la baisse est importante, plus elle influe sur le prix du transport. L'application de la mesure a pris effet ce samedi à partir de 18h pour les prix du carburant à la pompe, ce qui va baisser le prix actuel du super qui est de 795 francs CFA et le prix du gasoil actuellement à 690 francs CFA. Au Sénégal, la dernière baisse date de décembre 2014. Bon, de toute façon, c'est toujours intéressant parce que si on le calcule sur le mois, on fait quand même des économies. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne mesure. Personnellement, moi, je ne maîtrise pas les paramètres, comment ils font pour baisser les prix, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais apparemment, c'est bien déjà. C'est bien de faire. Si on rabaissait le prix du gasoil jusqu'à 500 francs, ce serait mieux. Il fut des temps où c'était à ce prix-là. Pour le super, ce serait bien s'il le vendait à 600 francs CFA. Nous sommes venus ici pour pouvoir, en un premier temps, partager ce que nous avons fait jusque-là, informer et nous faire connaître et savoir ce que nous avons fait jusque-là et également au cours de nos travaux valider les documents, à savoir notre règlement intérieur, notre plan d'action stratégique, etc. pour pouvoir démarrer officiellement les activités de cette alliance. Nous avons eu des activités au plan national, au plan sous-régional et international. Au plan national, il y a toute une série de rencontres depuis novembre 2015 jusqu'à maintenant. Et il y a au moins une cinquantaine de réunions et d'ateliers auxquels nous avons participé. Et le ministère de la Santé nous a impliqués dans tout ce qu'il faisait. Il nous a invités à chaque fois. Et à chaque fois qu'il nous a invités, nous avons répondu présent. Pour ce qui est de l'international, nous avons été au Kenya au cours d'un voyage d'études pour nous inspirer de ce que font les Kenyans. Parce qu'ils sont en avance sur nous et ils ont une fédération qui existe depuis plus de 10 ans. Et leurs activités sont arrivées à un niveau que le partenariat avec l'État est quasiment achevé.
Et aujourd'hui, ils ont une délégation de beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne la couverture maladie. Et ils ont c'est très avancé. Et nous qui avons l'intention de faire une couverture maladie universelle, nous sommes allés pour nous inspirer de ce qu'ils ont fait. Vu l'évolution et les progrès notés dans la médecine, l'islam cautionne sans embâche la transplantation d'organes, car cela entre parfaitement dans le cadre de la vie humaine, n'est-ce pas? Et vous savez, la vie humaine, elle est tout à fait sacrée. Et c'est à cause même de sa sacralisation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran « وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا » c'est-à-dire, quiconque fait don de la vie à une personne, c'est comme il faisait don de la vie à l'humanité tout entière. Et par conséquent, l'islam est parfaitement d'accord qu'on greffe un organe à une personne dont le sien s'est détérioré ou ne fonctionne plus, n'est-ce pas, pour rétablir son état de santé ou bien pour sauver sa vie. Mais en fait, en matière de transplantation d'organes, il faut préciser que l'islam dresse des conditions restreintes, n'est-ce pas? Et parmi ces conditions, d'abord, que la personne qui donne son organe accepte de le faire volontairement, sans aucune pression. Deuxièmement, qu'elle soit en parfaite bonne santé. Troisièmement, qu'elle ait l'assurance ferme que si toutefois elle donne son organe, en fait son état de santé ne se détériore pas. Et quatrièmement aussi, que la personne qui donne son organe soit vivante. C'est très important de le préciser. Nouakchott, les rues de la capitale mauritanienne sont souvent le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et les descendants d'esclavagistes, pendant que le gouvernement renforce la loi sur l'esclavage. Pourtant, si la loi prévoit des peines de prison pour les esclavagistes allant de 5 à 10 ans, sa mise en application, elle, n'est pas effective. Pour les députés de la majorité, la loi a toute son importance, mais les réalités socio-culturelles sont autres. Cette famille était chargée de traire les chèvres, de piler le mil, et certains étaient mis en location par leur maître à d'autres personnes. Pour les femmes, elles n'étaient pas autorisées à se marier, alors elles sont à la merci de leur maître. Pour mettre le gouvernement devant le fait accompli, les défenseurs des droits de l'homme viennent de présenter cette famille libérée des mains de leur maître. Devant l'évidence, les autorités locales ont fait arrêter les accusés. Il y a pas mal de gens qui disent qu'ils ne sont pas au courant de l'existence de l'esclavage. Nous avons voulu présenter cette famille aux yeux du monde pour attirer votre attention. Et nous avons saisi aussi la justice. Lors d'une conférence de presse, les défenseurs des droits de l'homme ont voulu attirer l'attention de l'opinion publique sur l'existence avérée de cas d'esclavage en Mauritanie. Cette loi confirme la volonté ferme du gouvernement mauritanien pour interdire l'esclavage. Et le gouvernement va veiller à son application stricte. Mais il faut avoir des cas pour appliquer cette loi. Pour le gouvernement mauritanien, seules les séquelles de l'esclavage perdurent, analphabétisme et pauvreté qui continuent à creuser le fossé des inégalités sociales, une question qu'il urge de régler entre Mauritaniens. Il s'agit surtout d'un réaménagement avec la sortie du gouvernement de seulement 3 ministres, parmi eux celui de l'économie et des finances, ainsi que le ministre de l'agriculture, numéro 2 du parti au pouvoir. Le ministre malien de l'économie et des finances, Mamadou Igor Diarra, entretenait des relations plutôt difficiles avec une partie du gouvernement. Le second ministre à avoir été licencié, Bokari Treta, lui, se comportait comme un vice-premier ministre et, à tort ou à raison, était accusé par certains de défier l'autorité du Premier ministre reconduit.
Au Gabon, il reste 8 mois avant la prochaine élection présidentielle et l'opposition s'organise. Le Front uni de l'opposition pour l'alternance, la plus importante coalition de l'opposition gabonaise, a élu vendredi 15 janvier Jean Ping comme candidat unique. Le Front uni est cependant divisé et la procédure de désignation du candidat unique du Front est contestée au sein même de la coalition. Dans une déclaration à la presse, Jean Ping se dit conscient que l'opposition gabonaise aura du mal à avoir un candidat unique face au pouvoir pour ce scrutin. La constitution gabonaise prévoit un seul tour du scrutin. Celui qui arrive en tête est donc élu et une multiplication du nombre de candidats jouerait contre l'opposition face au président sortant. Syrie, au moins 35 soldats syriens et combattants de milices pro-régime ont été tués ce samedi 7 janvier dans une attaque du groupe État islamique à Deir ez-Zor. C'est dans l'est de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'organisation djihadiste s'est emparée de plusieurs quartiers et contrôle désormais environ 60% de la ville.